investi de pour l'innovation à cette présentation, parce que nous avons développé une offre commune que je souhaiterais aborder dans la deuxième partie. Alors, le titre facteur humain, raison du succès des échecs des entreprises. Je vais essayer de vous le démontrer, en tout cas de faire passer ce message-là sur ma présentation, avec peut-être un peu d'humour si je peux. Donc, quand on parle d'une entreprise, d'abord on parle d'un produit ou d'un service. Donc, l'idée de base, le postulat de base, c'est qu'il n'y a pas de produit miracle. Si je peux démarrer la vidéo. Voilà, donc ça, c'est pas encore pour demain. Effectivement, un produit, c'est quoi? C'est un produit bon, très bon, excellent, moyen, médiocre. Mais derrière les produits ou les services, il y a toujours des gens qui vont les rêver, qui vont les inventer, qui vont les créer, qui vont les améliorer, qui vont les développer, etc. Mais derrière, il y a toujours vraiment une personne ou une équipe qui est là pour développer le produit. Alors, derrière le produit, ensuite au produit, il y a le marché. Donc, effectivement, un produit, aussi merveilleux qu'il soit, sans son marché, c'est pas grand-chose. En tout cas, il n'y a pas d'entreprise possible. Alors, je ne sais pas si vous connaissez l'histoire des commerciaux qui sont allés vendre des chaussures en Afrique. Donc, le premier revient en disant il n'y a pas de marché, tout le monde marche pieds nus, il n'y a rien à faire. Et puis le deuxième, il dit marché fabuleux, pas de concurrence, potentiel énorme, etc. Donc en fait, un marché, c'est toujours objectif, toujours subjectif, pardon. Le marché, c'est quelque chose que vous pouvez sentir, deviner, voir créer, etc. Mais encore une fois, derrière tout ça, il y a toujours des hommes qui sont là pour faire tout ce travail-là. Alors des hommes, c'est aussi, il y a des outils. Alors des outils comme le Business Model Canvas, qui est un outil qui est utilisé sur les startups notamment pour essayer de trouver un business, notamment analyser la proposition de valeur, analyser le segment marché, etc. Donc tous ces outils-là sont des outils qui sont très performants, mais ils sont utilisés par des personnes, ils sont remplis par des personnes. On en revient encore une fois à l'humain. Alors je ne sais pas si vous bricolez, mais quand on plante un clou, quand on se tape sur le doigt, on ne change pas le marteau. Hein. On est bien sur l'humain chaque fois, hein. C'est pas l'outil, c'est toujours l'humain. Alors puisqu'on parle d'humain, on parle aussi d'équipe, forcément. Alors, est-ce que ça, c'est une équipe idéale? Je ne sais pas si vous connaissez. Désolé pour l'image. L'idée, c'est que, en fait, dans une équipe, il y a une collection d'individus. Alors, ces individus-là sont parfois des clones. Hein, on a une série d'ingénieurs qui font ça. Ou on a des gens qui sont tous différents, avec leurs points forts, leurs points faibles, avec leurs capacités, avec leur personnalité. Et de là à dire que cette équipe-là va fonctionner, de là à dire que cette équipe-là va arriver à communiquer, à collaborer, et on est toujours un peu dans l'expectative, en attendant effectivement d'être sur le terrain et de voir ce que ça donne. Alors on va avoir des outils qui vont permettre de faire ce type d'analyse. Un outil comme la ProcessCom que j'utilise, c'est un outil qui permet de définir des types de personnalités. Avec, sur cet outil-là, sur cet exemple, on a différentes personnalités. En bleu, on a l'équipe sans le manager, et en rouge, on a le manager. Donc on voit que l'équipe a un profil dit d'empathie en ProcessCom, qui est une équipe qui a besoin de chaleur humaine, de convivialité, de relations humaines fortes.
alors qu'un manager a moins ce besoin-là. Par contre, lui, il est plutôt de type rêveur, qui est un profil qui est plutôt introverti, avec un besoin de réflexion, d'intériorisation et d'isolement, qui est lui fort par rapport à l'équipe. Donc si l'équipe trouve le manager froid et distant, ben, c'est clairement reflété sur l'analyse qu'on peut en faire sur cet exemple-là. Après, une fois qu'on a ça, l'important c'est que les gens se rendent compte qu'on est tous différents, qu'on a tous nos caractéristiques, et une fois que cette prise de conscience-là, derrière on peut effectivement peut-être traiter. Donc juste dire par exemple bonjour en rentrant, ça peut déjà être quelque chose qui va permettre de mieux travailler dans ce type d'équipe. Un autre outil également que j'utilise, c'est l'agilité de Jérôme Marin de Grenoble École de Management, où on va avoir, encore une fois en rouge c'est le manager, une personne qui a des capacités d'anticipation très fortes, avec une intelligence de situation, tout ce qui est intuition très, très développée, et également proaction qui est la capacité à scénariser, à planifier dans le futur. Donc un manager qui est assez visionnaire, alors que son équipe l'est beaucoup moins. Ça pourrait poser un problème, où l'équipe aura du mal à comprendre où veut aller le manager, où il va en tout cas. Par contre, le manager a une pédagogie relationnelle, c'est-à-dire capacité à expliquer, à donner du sens très développé, ce qui fait qu'il va pouvoir effectivement tirer toute son équipe et lui donner du sens et l'expliquer, ce qui fait que cet écart-là sera peut-être gérable, en tout cas. Un autre élément que l'on peut remarquer sur le schéma, c'est que si l'équipe est amenée à travailler dans une structure R&D ou une entreprise où il y a beaucoup d'innovation et de créativité, on voit que la rébellion constructive de l'équipe est assez développée, c'est-à-dire la capacité à créer, à innover, alors que celle du manager est beaucoup plus basse. Donc on pourrait envisager un certain risque sur le fait que le manager risquerait de brimer, un petit peu brider la créativité de son équipe. Et une des recommandations qu'on pourrait faire, c'est de dire, en cas de brainstorming, vous le faites sans le manager, par exemple. Vous voyez? Donc ça, c'est un autre outil. Alors, pour nous, en fait, ce qu'on pense, c'est que le produit et l'équipe sont importants, mais ce qui est important, c'est encore une fois, c'est qu'il n'y a pas forcément de produit miracle, il n'y a pas d'équipe idéale, il y a juste des équipes adaptées à leur projet. En gros, on peut très bien avoir un business excellent ou très bon, en tout cas en tant que tel. On peut avoir une équipe qui marche bien, qui fonctionne bien, qui est cohérente, etc. Mais quand on met les deux ensemble, est-ce que c'est vraiment compatible? Est-ce que l'équipe va être capable de porter ce type de projet? C'est des questions qu'on peut se poser. Et c'est l'approche que l'on a choisie, nous, en tout cas, de développer. Dire qu'en tant que tel, on a une approche qui est duale, où on va à la fois analyser le profil du dirigeant et de l'équipe, bien sûr. On va analyser en parallèle le business model, qu'est-ce qu'on veut faire, avec qui on veut le faire. Et derrière, on va essayer de synchroniser ou faire une validation croisée sur les compatibilités ou la congruence des deux aspects. Est-ce que ce qu'on se trouve du côté business model, on essaie de le valider du côté people, et ce qu'on trouve du côté people, on essaie de voir ce que ça donne du côté business. Donc on a cette analyse-là, c'est basé sur des entretiens assez réguliers avec toute l'équipe, à la fois en collectif et en individuel, et sur une période qui est plus ou moins longue en fonction de la problématique. Nous avons défini 9 dimensions dans cette analyse-là, qui couvrent à peu près tous les domaines de la société, de l'entreprise. Et l'idée, c'est d'avoir cette analyse-là sur la performance, la congruence, sur ces 9 dimensions-là. Dans un premier temps, on va demander aux dirigeants de s'auto-évaluer par rapport à ces 9 dimensions. Donc on a, sur cet exemple, 2 associés dans une boîte, et on leur a demandé de s'auto-évaluer sur chacune des dimensions. Donc on voit clairement qu'il y a une des dirigeants qui est relativement tranchée dans ses positions. On est bon, on n'est pas bon. Alors que l'autre est beaucoup plus, je dirais, souple, hein, ou moins tranché. Donc déjà, le premier point, c'est qu'effectivement, il faut être clair et puis conscient du fait qu'on n'est pas forcément aligné sur tous les objectifs, sur toutes les dimensions. Et ensuite, sur cet exemple-là, si il y en a un qui sera clairement leader et l'autre suiveur, si le suiveur est OK pour suivre, il n'y a pas de problème. Si le suiveur n'est pas OK pour suivre, à ce moment-là, il risque d'avoir un problème. Ou si le suiveur a par exemple une majorité des parts de la société, ça pourra poser un problème à terme. Donc il y a cette première analyse qui est faite par les dirigeants ou l'équipe de dirigeants de la société. Et ensuite, on va faire une analyse sur les 2 dimensions en parallèle, à la fois sur le business model, où on va reprendre les 9 dimensions et on va les analyser, en notant les points forts et les points faibles.
ou les points qui nécessitent peut-être des améliorations. Donc on pourra avoir des éléments sur l'aspect business model, sur le modèle de revenu, sur les aspects gouvernance ou organisation de la société, avec des points qui sont peut-être améliorés et d'autres qui sont pertinents, en tout cas corrects. Et puis on peut aussi également faire la même analyse en parallèle sur les aspects humains. Donc si on prend le leadership, on peut avoir sur l'aspect business la personne qui a une vision claire de son business, de là où elle veut aller. Et puis sur les aspects humains, on va avoir la même personne, et là on va avoir plutôt les aspects motivation, charisme, volonté à avancer, engagement, etc. Donc les deux doivent être analysés. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'une fois qu'on met les deux en parallèle, on peut s'apercevoir effectivement qu'il n'y a pas, qu'il y a des incompatibilités ou en tout cas une congruence qui est peut-être délicate, notamment sur les axes où il y a des gros écarts, où on va peut-être dire ben, sur l'aspect capacité à exécuter au quotidien, tous les outils sont en place, donc on va avoir des procédures, on va avoir des rôles et responsabilités, on va avoir tous les outils qui sont là. Par contre, l'équipe ne suivra pas, ne mettra pas en place ou n'exécutera pas. Pour X raisons, qu'on peut creuser bien sûr derrière. Mais l'idée c'est ça, il faut que les deux soient corrects et en tout cas alignés. On peut avoir aussi des éléments, par exemple sur la dimension 5, où l'équipe a une forte capacité à développer une offre, par exemple, alors que la société s'est limitée à une certaine position. Donc là, on a un potentiel qui est malheureusement inexploité. Il serait intéressant de creuser. Si là-dessus on rajoute l'auto-évaluation du début, on va avoir aussi une analyse intéressante en disant voilà où les dirigeants se voient et voilà comment des experts indépendants les voient. Et à ce moment-là, on peut aussi calculer et regarder quel est le gap et pourquoi il y a ce gap-là. Est-ce qu'ils ont raté des éléments de leur business, par exemple, ou autre. Voilà. Le but de la démarche, c'est d'arriver effectivement derrière à une analyse multicritère avec des feux, vert, jaune, rouge, où il y a des dimensions qui sont pertinentes, d'autres qui demandent une certaine vigilance, voire qui demandent carrément des actions qu'on peut bien sûr proposer. Voilà. Donc, pour revenir à l'humain, moi ce que je dis, c'est que 95% des échecs des startups ou des entreprises sont liés à l'humain. Alors 95% parce qu'il y a toujours 5% d'intervention divine, toujours le coup de bol ou la malchance. Pourquoi 95%? Parce que de façon directe ou indirecte, on en revient toujours à l'humain. Même si on dit on n'a pas eu d'argent, c'est quand même l'humain qui l'avait cherché. Si le produit n'était pas bon, c'est quand même les humains, comme on a vu. Donc pour moi, on en revient toujours à l'humain. Alors la bonne nouvelle là-dedans, c'est que les réussites aussi sont liées à l'humain. Hein. Et une des facteurs clés de succès, ben, c'est l'accompagnement des managers, justement sur les trois dimensions, coaching, formation et conseil. Alors pourquoi ces trois dimensions-là? Parce qu'elles sont clairement complémentaires. Ça permet en fait d'évoluer, de faire évoluer une personne vers l'autonomie, en donnant un sens à son quotidien professionnel. Voilà. Ça c'est juste mon blog où je mets des informations sur le coaching et l'agilité, etc. Et puis là, j'espère que ça va mieux marcher. Une vidéo pour vous, encore une fois, vous montrer l'importance de l'élément humain. Je suis aveugle, aidez-moi, sur la pancarte. Donc là, la personne est arrivée, elle a fait marche arrière, puis elle est en train de changer sa pancarte, ce qui est écrit dessus en tout cas. Je suis désolé pour la qualité de la vidéo. Ça marchait bien sur mon PC. Le business est le même, mais il y a eu une intervention humaine. Qu'est-ce que vous avez fait à la pancarte? J'ai écrit la même chose, mais avec des mots différents.
C'est un jour merveilleux, mais je ne peux pas le voir. Voilà, je vous remercie pour votre attention.